Micro-ondes, c'est pour vous, c'est maintenant. Si j'étais vous, j'écouterais. C'est dans cette continuité des 24 heures de micro-ondes pour cette émission qui est Alain raconte. Si jamais le jeu de mots n'était pas assez subtil, on va effectivement débattre autour des contes et de la thématique du conte, même lire un petit peu. Mais avant tout, bonjour Enola, comment tu vas? Bonjour Valentin, je vais très bien, écoute, je suis contente d'être de retour sur ce plateau après ma courte intervention de ce matin. Et toi, comment vas-tu? Écoute, ça va super et on accueille notre troisième et dernier camarade qui est Enzo. Salut les amis, Ça va? excusez-moi, j'étais en train de faire les courses. Il arrive juste à temps. Mais pourquoi faisais-tu les courses, Enzo? Eh bien pour manger, car il faut, C'est il important. faut manger pour vivre. C'est un adage célèbre de Molière, Pour Ok. des croque-monsieur. par exemple. Par exemple, par exemple. Par Les exemple. fameux croque-monsieur. Pas n'importe quelle nourriture. On a pris la dose de chorizo. Donc effectivement, dans cette émission, on va avoir une partie un peu secondaire, où on va un peu plus débattre et revenir sur des contes un petit peu plus classiques. Mais dans un premier temps, on va essayer un petit peu de découvrir de nouvelles choses en lisant des contes étrangers. Alors, pour ma part, j'ai deux contes, un conte scandinave à propos de la création du monde. Alors ça semble pas si loin que ça, et puis on verra qu'il y a quand même des parallèles qui se retouchent. Et ensuite un conte chinois, donc là pour le coup c'est vrai qu'on est sur une culture vraiment différente. Et toi, qu'est-ce que tu vas nous lire, Enola? Alors, je sais pas s'il est vraiment si inconnu que ça, mais c'est un conte d'Andersen qui s'appelle L'intrépide soldat de plomb. Je trouve qu'il n'est pas assez connu et qu'il n'est pas souvent cité, justement dans les plus beaux contes ou dans les livres de contes pour enfants. Alors, je me suis dit que ce serait sympa de le faire découvrir ou redécouvrir pour certains. Ok. Bon, bah, je pense qu'on peut se lancer dans la lecture. Au commencement, il n'y avait ni ciel, ni mer, ni terre. Aucune plante nulle part. Au nord, une contrée effroyable, obscure et glacée. Au sud, le pays de feu. Au centre, l'abîme, Ginnungagap, qui semblait atteindre la vie. Des fleuves aux eaux venimeuses, venus du nord, se déversèrent dans l'abîme. Ils gelaient au fur et à mesure, remplissant Ginnungagap des couches de givre. Mais sous l'effet des étincelles et des flamèches qui s'échappaient du sud, les gouttes de givre se mirent à fondre et la vie apparut. Elle prit la forme d'un géant et d'une vache colossale, au pied chargé de lait. Ymir, le géant, put s'y abreuver et s'endormit. Pendant son sommeil, deux créatures sortirent de ses aisselles, puis une troisième quand il se frotta les pieds. De ces trois créatures est descendue la race des géants de givre, monstrueux et méchants, car nés des eaux maléfiques du nord. Cependant, la vache nourricière léchait les pierres de glace, qui sont salées. À force de les lécher, le premier jour, elle fit apparaître une chevelure. Le deuxième, une tête. Et le troisième, un être entier, beau, vigoureux. C'était un dieu. Il épousa une géante et eut des descendants. Surtout un, Odin. Devenu depuis le père et le maître bienveillant des dieux. Dieu et géant ne pouvaient pas s'entendre. Odin et ses deux frères tuèrent Ymir, et dans la mare de sang noyèrent tous les géants, sauf deux d'entre eux qui s'échappèrent et donnèrent naissance à de nombreux enfants. La race des géants de givre ne peut mourir et toujours les dieux combattront les géants. Odin et ses deux frères ne tentèrent pas de rejoindre les fugitifs. Ils avaient une autre tâche à accomplir. Il leur fallait créer le monde. Ils transportèrent le corps d'Ymir dans l'abîme Ginnungagap. De sa chair, ils firent la terre, de ses os les montagnes, de ses dents les rochers, de ses cheveux les arbres et de son sang intarissable la mer qui encercle la terre et que les hommes auront tant de mal à affranchir. Ensuite, ils prirent le crâne du géant pour former la voûte du ciel. Ils y fixèrent les étincelles jaillies du pays du feu pour que les astres puissent éclairer le monde. Ils en réglèrent le mouvement et depuis lors, on distingue la nuit du jour et l'on fait compte des années. Pour finir, les dieux s'amusèrent à lancer en l'air ce qu'il restait de la cervelle d'Ymir. Ainsi naquirent les nuages, chargés de neige et d'orage. Odin et ses frères prirent soin de repousser les géants au-delà de la mer, dans la brume et le froid aux limites du monde. Afin de se protéger d'eux, ils se servirent des cils d'Ymir pour bâtir une muraille tout autour de la terre. Puis au centre de celle-ci, ils construisirent une forteresse magnifique, où ils avaient l'intention d'habiter. Mais la terre qui les entourait leur semblait vide. Un jour que les trois dieux se promenaient le long du rivage, battus par les flots, ils virent deux troncs d'arbres échoués sur le sable. Ils les redressèrent et les taillèrent pour en faire des hommes. Odin leur donna le souffle et la vie. Ses frères, l'intelligence, le mouvement et les organes des cinq sens.
Puis ils les vêtirent et les nommèrent. L'homme fut appelé Asque, ce qui signifie le frêne, et la femme Ambla, vrille de la vigne. Asque et Ambla, leurs enfants, leurs petits-enfants, honorèrent les dieux et peuplèrent la terre, dans l'espace compris entre la forteresse divine et le sombre pays des géants. Et nous sommes leurs descendants. Donc effectivement, un conte de la création scandinave, en vrai, je trouve qu'on y retrouve quand même pas mal de choses déjà plutôt classiques de ce que nous, on peut voir dans la création, notamment biblique. Je ne sais pas ce que tu en penses, Enola, par exemple. Moi, s'il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est l'utilisation du prénom Ymir, qui me fait penser à l'attaque des Titans. Bon, je ne suis pas sûre que ce soit très pertinent dans cette analyse des contes. Mais ouais, il y a beaucoup de contes scandinaves qui ne sont pas très très connus, alors qu'en fait, je pense que ce sont les premiers à avoir été écrits. Enfin, je veux dire, ils sont plus anciens que les contes français. Et je sais pas, c'est un espèce de mélange entre leur propre mythologie à eux. Enfin, et encore une fois, ouais, c'est pas très très connu. Et c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de contes très intéressants et très beaux qu'on ne lit pas forcément aux enfants d'aujourd'hui. C'est vrai. Enzo, un avis peut-être? Moi, en dehors de me rappeler la genèse de la religion chrétienne, ça m'a plutôt rappelé la genèse grecque. Alors, je suis désolé, je suis insupportable parce que je ne me rappelle plus du nom ni de l'auteur, mais il y a beaucoup de parallèles, peut-être quelqu'un sait dans l'assistance, je ne me rappelle pas. C'est l'histoire de Gaïa. C'est Gaïa, la Terre, qui est enfantée par Ouranos. Et là encore, je suis insupportable parce que je ne me rappelle plus du conte exactement, mais vous irez lire la jeunesse grecque et vous verrez qu'il y a beaucoup de parallèles avec ce conte-là. Et ça m'a rappelé. Puis c'est vrai qu'on retrouve un peu l'idée du père qui tue, du fils qui tue le père. Moi, il y a toujours quelque chose qui me frappe dans les récits de la création. C'est vraiment que l'homme arrive toujours à la fin. Alors en soi, ça peut être compréhensible, mais là, je trouve ce qui est assez marrant, c'est que c'est vraiment donné comme il se faisait un peu chier, et du coup ils ont dit il y a des arbres qui traînent comme ça, là, on va en faire des hommes, parce que c'est un peu vide autour de nous. Mais du coup, je trouve que ça remet quand même un peu en cause l'existence des hommes, dans le sens où c'est un peu une façon de dire si ils n'étaient pas passés par là, on n'existerait pas, quoi. Un peu une forme de contingent, je trouve. Mais... Ouais, c'est ça. Ils commencent par s'entretuer un petit peu, après ça se calme, et après ils se disent ouais, c'est ça. Ce serait bien. Moi, je suis pas vraiment d'accord. Enfin, tu dis, ils créent les hommes, ils se faisaient chier, ils voient des arbres, ils les taillent. Et en fait, moi, je trouve que ça part plutôt d'une espèce de volonté créatrice, une volonté de construire, et qu'au final, on retrouve chez les premiers hommes, si on écoute l'histoire et les mythes, justement, les premiers hommes qui ont voulu, justement, qui sont devenus sédentaires, qui ont commencé à construire, à tailler, à inventer les différentes formes d'artisanat. Et moi, je trouve que ça fait une espèce de parallèle, comme si ces hommes-là avaient repris la volonté créatrice des dieux de leur conte. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je suis plutôt, en vrai, je suis plutôt d'accord. Je trouve que ça recoupe bien ce dont traite le conte. Est-ce que tu veux enchaîner, Enola? Ouais. Donc avec le conte d'Andersen, l'intrépide soldat de plomb. Il y avait une fois 25 soldats de plomb, tous frères, car ils étaient nés d'une vieille cuillère de plomb. L'arme au bras, l'œil fixe, l'uniforme rouge et bleu, quelle fière mine ils avaient tous. La première chose qu'ils entendirent en ce monde, quand fut enlevé le couvercle de la boîte qui les enfermait, ce fut ce cri. « Des soldats de plomb !» que poussait un petit garçon en battant des mains. On les lui avait donnés en cadeau pour sa fête, et il s'amusait à les ranger sur la table. Tous les soldats se ressemblaient parfaitement, à l'exception d'un seul qui n'avait qu'une jambe. On l'avait jeté dans le moule le dernier, et il ne restait pas assez de plomb. Cependant, il se tenait aussi ferme sur cette jambe que les autres sur deux, et c'est lui précisément qu'il nous importe de connaître. Sur la table où étaient rangés nos soldats, il se trouvait beaucoup d'autres joujoux, mais ce qu'il y avait de plus curieux, c'était un charmant château de papier. À travers les petites fenêtres, on pouvait voir jusque dans les salons. Au dehors se dressaient de petits arbres autour d'un petit miroir imitant un lac. Des cygnes en cire y nageaient et s'y reflétaient. Tout cela était bien gentil, mais ce qu'il y avait de bien plus gentil encore, c'était une petite demoiselle debout à la porte du château. Elle aussi était de papier, mais elle portait un jupon de linon transparent et très léger, et au-dessus de l'épaule, en guise d'écharpe, un petit ruban bleu étroit, au milieu duquel étincelait une paillette aussi grande que sa figure.
La petite demoiselle tenait ses 2 bras étendus, car c'était une danseuse, et elle levait une jambe si haut en l'air que le petit soldat de plomb ne put la découvrir, et s'imagina que la demoiselle n'avait comme lui qu'une jambe. Voilà une femme qui me conviendrait, pensa-t-il, mais elle est trop grande dame. Elle habite un château, moi une boîte, en compagnie de 24 camarades, et je n'y trouverai pas une place pour elle. Cependant, il faut que je fasse sa connaissance. Et, ce disant, il s'étendit derrière une tabatière. Là, il pouvait à son aise regarder l'élégante petite dame qui toujours se tenait sur une jambe sans perdre l'équilibre. Le soir, tous les autres soldats furent remis dans leur boîte, et les gens de la maison allèrent se coucher. Aussitôt, les joujoux commencèrent à s'amuser tout seuls. D'abord, ils jouèrent à Colin-Maillard, puis ils se firent la guerre, et enfin ils donnèrent un bal. Les soldats de plomb s'agitèrent dans leur boîte, car ils auraient bien voulu en être. Mais comment soulever le couvercle ? Le casse-noisette fit des culbutes, et le crayon traça 1000 folies sur son ardoise. Le bruit devint si fort que le serin se réveilla et se mit à chanter. Les seuls qui ne bougeassent pas étaient le soldat de plomb et la petite danseuse. Elle se tenait toujours sur la pointe des pieds, les bras étendus, lui intrépidement sur son unique jambe et sans cesser de l'épier. Minuit sonna et crac, voilà le couvercle de la tabatière qui saute, mais au lieu de tabac, il y avait un petit sorcier noir, c'était un jouet à surprise. « Soldat de plomb, dit le sorcier, tâche de porter ailleurs tes regards. » Mais le soldat fit semblant de ne pas entendre. « Attends jusqu'à demain et tu verras, reprit le sorcier. Le lendemain, lorsque les enfants furent levés, ils placèrent le soldat de plomb sur la fenêtre, mais tout à coup, enlevé par le sorcier ou par le vent, il s'envola du 3e étage et tomba la tête la première sur le pavé. Quelle terrible chute! Il se trouva la jambe en l'air, tout son corps portant sur Shako, et la baïonnette enfoncée entre 2 pavés. La servante et le petit garçon descendirent pour le chercher, mais ils faillirent l'écraser sans le voir. Si le soldat eût crié « Prenez garde !» il l'aurait bien trouvé, mais il jugea que ce serait déshonorer l'uniforme. La pluie commença à tomber, les gouttes se suivirent bientôt sans intervalle. Ce fut alors un vrai déluge. Après l'orage, 2 gamins vinrent à passer. « Ohé, dit l'un, par ici, voilà un soldat de plomb, faisons-le naviguer. » Ils construisirent un bateau avec un vieux journal, mirent dedans le soldat de plomb et lui firent descendre le ruisseau. Les 2 gamins couraient à côté et battaient des mains. Quel flot, grand Dieu, dans ce ruisseau! Que le courant y était fort, mais aussi il avait plu d'averse. Le bateau de papier était étrangement ballotté, mais malgré tout ce fracas, le soldat de plomb restait impassible, le regard fixe et l'arme au bras. Tout à coup, le bateau fut poussé dans un petit canal où il faisait aussi noir que dans la boîte aux soldats. « Où vais-je maintenant ?» pensa-t-il. « Oui, c'est le sorcier qui me fait tout ce mal. Cependant, si la petite demoiselle était dans le bateau avec moi, l'obscurité fût-elle 2 fois plus profonde, cela ne me ferait rien. » Bientôt, un gros radeau se présenta. C'était un habitant du canal. « Voyons ton passeport, ton passeport !» Mais le soldat de plomb garda le silence et serra son fusil. La barque continua sa route et le rat la poursuivit. Ouf, il grinçait des dents et criait aux pailles et aux petits bâtons. « Arrêtez-le, arrêtez-le, il n'a pas payé son droit de passage, il n'a pas montré son passeport. » Mais le courant devenait plus fort, toujours plus fort. Déjà le soldat apercevait le jour, mais il entendait en même temps un murmure capable d'effrayer l'homme le plus intrépide. Il y avait au bout du canal une chute d'eau, aussi dangereuse pour lui que l'est pour nous une cataracte. Il en était déjà si près qu'il ne pouvait plus s'arrêter. La barque s'y lança. Le pauvre soldat s'y tenait aussi raide que possible, et personne n'eût osé dire qu'il clignait seulement des yeux. La barque, après avoir tournoyé plusieurs fois sur elle-même, s'était remplie d'eau. Elle allait s'engloutir. L'eau montait jusqu'au cou du soldat, la barque s'enfonçait de plus en plus. Le papier se déplia et l'eau se referma tout à coup sur la tête de notre homme. Alors il pensa à la gentille petite danseuse qu'il ne verrait jamais. Le papier se déchira et le soldat passa au travers. Au même instant, il fut dévoré par un grand poisson. C'est alors qu'il faisait noir pour le malheureux, c'était pire encore que dans le canal. Et puis, comme il y était serré, mais toujours intrépide, le soldat de plomb s'étendit de tout son long, l'arme au bras. Le poisson s'agitait en tous sens et faisait d'affreux mouvements. Enfin, il s'arrêta et un éclair parut le transpercer. Le jour se laissa voir et quelqu'un s'écria « Un soldat de plomb !» Le poisson avait été pris, exposé au marché, vendu, porté dans la cuisine, et la cuisinière l'avait ouvert avec un grand couteau. Elle prit avec 2 doigts le soldat de plomb par le milieu du corps et l'apporta dans la chambre, où tout le monde voulut contempler cet homme remarquable qui avait voyagé dans le ventre du poisson. Cependant, le soldat n'en était pas fier. On le plaça sur la table et là, comme il arrive parfois des choses bizarres dans le monde, il se trouva dans la même chambre où il était tombé par la fenêtre. Il reconnut les enfants et les jouets qui étaient sur la table, le charmant château avec la gentille petite danseuse. Elle tenait toujours une jambe en l'air. Elle était aussi intrépide. Le soldat de plomb fut tellement touché qu'il aurait voulu pleurer du plomb, mais cela n'était pas convenable. Il la regarda, elle le regarda, mais ils ne se dirent pas un mot.
Tout à coup, un petit garçon le prit et le jeta au feu sans la moindre raison. C'était sans doute le sorcier de la tabatière qui en était la cause. Le soldat était là, debout, éclairé d'une vive lumière, éprouvant une chaleur horrible. Toutes ses couleurs avaient disparu. Personne ne pouvait dire si c'était les suites du voyage ou le chagrin. Il regardait toujours la petite demoiselle, et elle aussi le regardait. Il se sentait fondre, mais toujours intrépide, il tenait l'arme au bras. Soudain s'ouvrit une porte, le vent enleva la danseuse, et pareille à une sylphide, elle vola sur le feu près du soldat, et disparut en flammes. Le soldat de plomb était devenu une petite masse. Le lendemain, lorsque la servante vint enlever les cendres, elle trouva un objet qui avait la forme d'un petit cœur de plomb. Tout ce qui était resté de la danseuse, c'était une paillette que le feu avait rendue toute noire. Merci. Voilà. Et moi, je trouve ça, en fait, je trouve ça assez fascinant parce que, alors déjà, Toy Story plagiat. Déjà. Clairement. Non, et surtout, en fait, enfin, je trouve ça tellement, parce que souvent on dit, enfin, je pense qu'on en parlera un peu plus tout à l'heure, mais l'influence des contes sur les enfants, etc., ce que ça représente. Mais là, vraiment, c'est une manière de raconter aux enfants que voilà, ce qu'il a entre les doigts peut s'animer au gré des mots et des pensées, quoi. Mais surtout par rapport à ce dont je vais parler un petit peu après, je trouve que ce conte est juste ce qu'il devrait être. C'est un conte, une histoire pour enfants qui est assez amusante, que je trouve touchante même. Enfin, je pense que quand on lit ça à un enfant qui a 6 ou 7 ans, ça peut être mignon. Mais voilà, c'est une histoire simple, sans sous-texte, sans sous-entendu. C'est juste voilà, quelque chose de beau et qui n'a pour but que d'être beau et pas forcément instructif ou d'être une mise en garde. C'est vrai. On retrouve moins l'aspect de morale du conte moralisateur, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est peut-être pour ça qu'il n'est pas aussi... Moi, je trouve que implicitement, ça peut éveiller l'empathie chez Ah, l'enfant, oui. peut-être, parce que c'est un peu émouvant de voir ce petit soldat qui souffre. Enfin, ouais, qui souffre, je pense qu'il souffre. Et ça fait un peu de peine. Et le fait que ce soit un objet, on se dit, comment dire, normalement on se dirait c'est un objet, il peut pas souffrir. Et là, on prend l'exemple d'un objet, du coup, on a envie de se mettre à sa place plus que si c'était un autre être, j'ai l'impression. Et c'est pour ça que ça peut Mais, un peu éveiller à l'empathie. je pense que tu as raison. Du coup, on pourrait peut-être distinguer 2 catégories de contes. Ceux qui sont du coup des mises en garde et qui essayent plutôt d'inspirer la peur aux enfants en disant il ne faut pas faire ça. Et ceux qui peut-être les invitent à avoir un comportement particulier comme de l'empathie, la compassion, l'amitié, etc. En fait, ouais, voilà, c'est 2 sortes de contes, ceux qui font peur et ceux qui partagent des valeurs humaines qu'on juge bonnes de transmettre aux enfants, quoi. Oui, exactement. Tout à l'heure, tu disais, c'est un conte qui donne pas d'ordre, qui donne pas de recommandations. Et c'est peut-être justement ça sa force, et c'est de cette manière qu'il éveille une émotion et une envie de se comporter différemment après, peut-être. Oui. Et en vrai, du coup, ça fait moins un tapage de crâne que certaines Ouais. qu'ils finirent heureux et vécurent Que la ensemble. Perlembourg, par exemple. Exactement. Perlembourg, hein, de là Ouais, où elle est. du coup, Valentin, je crois que tu as un dernier conte. Ça nous Ouais, permet j'ai un dernier compte qui, je pense, va être. Enfin, la première réaction que j'ai eue quand je l'ai lu était. Je trouve que c'est assez intéressant comme manière d'écrire. C'est un conte chinois. Et alors, effectivement, parce que du coup, toi, c'est donc un conte d'Andersen que tu nous as lu. Je pense que tout à l'heure, on parlera un petit peu des contes de Perrault et de Grimm. Là, pour le coup, les contes que je lis, c'est pour ça que aussi le premier s'apparente beaucoup à de la mythologie. C'est parce que c'est très très vieux, c'est de la tradition orale. Et du coup, je pense qu'il y a, enfin, je pense qu'on en discutera tout à l'heure, mais les contes avec auteur, il y a peut-être plus déjà une intention derrière, quoi. Ouais, peut-être. Mais bon. Dans un village de Chine, non loin de la ville de Nankin, vivait un jeune homme prénommé Tao. Il était très pauvre, mais cela ne l'empêchait pas d'être généreux et toujours prêt à aider son prochain. Personne ne s'adressait à lui en vain. Un jour, alors que le soleil brillait déjà très haut dans le ciel, Tao, qui dormait sur une paillasse à l'ombre d'un arbre, fut réveillé assez brutalement par un inconnu. Surpris, il ouvrit les yeux et vit devant lui un homme tout de gris vêtu. « Réveille-toi, Tao, lui dit l'inconnu. La reine t'attend. »« La reine ?» s'étonna Tao. « Mais je ne connais pas de reine. »« Elle, en revanche, elle te connaît. » poursuivit l'Ormangri. Elle m'a demandé de te chercher de toute urgence. Viens, suis-moi.
Mais qui êtes-vous donc demanda Tao au messager. Je ne vous ai jamais vu. L'inconnu haussa les épaules. À quoi cela t'avancerait-il de m'avoir déjà vu et de savoir qui je suis? La reine a besoin de ton aide. Tu es bien Tao, celui qui ne refuse jamais son aide à personne. Tao n'osa plus poser de questions. Il replia rapidement sa paillasse et suivit l'inconnu. Ils marchèrent un long moment. À l'instant où Tao crut atteindre les dernières maisons du village, il découvrit devant lui une ville immense, dont toutes les habitations, massées les unes contre les autres, présentaient une forme assez étrange, qui lui sembla vaguement familière. L'inconnu pénétra dans l'une d'elles, plus vaste et somptueuse que les autres. Tao le suivit. Ils arrivèrent dans une salle immense, où une très belle femme était assise sur un trône majestueux. Elle portait dans les cheveux un diadème qui scintillait de mille feux. « Merci d'être venu, murmura-t-elle. Mon royaume court un grand danger et tu es le seul à pouvoir le sauver. » Tao se courba dans un profond salut. « Ce sera un honneur pour moi, votre majesté, balbutia-t-il. Je vais te présenter à ma fille, poursuivit la reine d'une voix douce. Je considère tous mes sujets comme mes propres enfants, mais je tiens à ma fille bien plus qu'à moi-même. Tao crut entendre des milliers de clochettes d'or et une jeune fille, également très belle, entra dans la pièce. Son visage était pâle comme le lys, et ses cheveux de jais coulaient en cascade le long de son dos. L'air infiniment triste, elle alla s'asseoir à côté de la reine sur une chaise en or. À peine se fut-elle installée qu'une dame de la cour entra, tout essoufflée en hurlant « Le monstre, le monstre !» La reine se leva. « Voilà le malheur dont je viens de te parler. Je t'en supplie, Tao, aide ma fille. Elle a pour une mission de reconstruire une capitale, mais sans toi, jamais elle n'y parviendra. » Tao, sans hésiter une seule seconde, prit la jeune fille par la main et ensemble, ils quittèrent le palais discrètement. Pendant des heures, ils coururent sans prendre le temps de retrouver leur souffle. Ils empruntèrent 1001 petites rues tortueuses et parvinrent finalement au village de Tao. Là, ils purent souffler un peu. « Comme c'est calme ici, soupira Fleur de Lotus, car c'est ainsi que la jeune princesse s'appelait. Nous sommes loin de tout danger à présent, dit Tao. Où allons-nous bâtir la nouvelle capitale demanda la princesse. Une capitale demanda Tao, qui n'avait pas très bien compris lorsque la reine lui avait parlé dans son palais. Mais je ne pourrai jamais construire une capitale, c'est impossible. Je ne suis qu'un pauvre paysan, je n'ai ni pouvoir ni argent. La princesse le regarda et de grosses larmes roulèrent sur ses joues. Mais tu es pourtant bien Tao, celui qui est toujours prêt à aider son prochain, gémit-elle. Toi seul es capable de le faire. Non, s'apprêtait-elle à dire lorsqu'il s'éveilla. Il avait dû dormir longtemps car le soleil se trouvait maintenant fort bas sur l'horizon. Bien qu'éveillé, Tao entendait encore la voix suppliante de Fleur de Lotus qui semblait s'éloigner. En vérité, il s'agissait d'un essaim d'abeilles. Elles semblaient perdues et tournaient dans tous les sens autour des fleurs du jardin. Pauvres bêtes, pensa Tao, elles n'ont pas de ruche. Je vais leur en fabriquer une, et il se rendit immédiatement chez un charpentier. Je me demande d'où peuvent bien venir toutes ces abeilles, pensa-t-il, lorsqu'il vit que les insectes acceptaient avec empressement leur nouveau refuge. Il partit se promener dans le village. Arrivé à hauteur de la dernière maison, il découvrit dans un jardin une ruche abandonnée. « J'ai trouvé des abeilles chez moi, dit-il à l'homme qui vivait là. Ne sont-elles pas à vous ?»« C'est possible, répondit l'homme. Elles ont dû fuir, ajouta-t-il en ôtant le couvercle de la ruche. Comme il se penchait, il y découvrit un serpent. « Oh, le monstre de mon rêve, se dit Tao. » De retour chez lui, il installa dans son jardin toute une rangée de belles ruches semblables. De tous les côtés, des abeilles arrivèrent. Elles se mirent à butiner ses fleurs et lui offrirent tellement de miel en échange de sa protection que Tao, le généreux, devint bientôt riche. Alors, moi, ce qui m'a vraiment interpellé dans ce conte, c'est que c'est un peu méta, quoi. C'est vraiment Christopher Nolan n'a qu'à bien se tenir. La barrière entre la réalité et le rêve est floue. Non, en vrai, de ce qu'on disait, moi, je trouve que c'est un bon mix, justement, entre l'esprit d'aventure, hein, de la beauté, voilà, ce jeune paysan qui n'a pas de pouvoir, qui n'a pas d'argent, et qui d'un coup se retrouve à sauver une reine, une princesse, etc. Et à la fois, et c'est vrai qu'il y a ce petit instant moralisateur à la fin, sur voilà, la générosité, le fait de donner tout ce qu'on a, même si on n'a pas grand-chose à donner, etc. Ouais, mais je trouve que d'une manière générale, les contes d'origine asiatique jouent vraiment sur une espèce de dimension philosophique. Je sais pas, je trouve ça... Peut-être qu'il y a plus de sous-texte dans leurs contes à eux, plutôt que dans les contes plutôt européens, on va dire, d'une manière générale. Je sais pas, je trouve ça plus philosophique. Enzo, toi qui as fait un double diplôme philo, qu'en penses-tu ?
Moi, j'avoue que je suis pas un grand consommateur de contes asiatiques en fait. Enfin, genre, c'est juste que j'ai pas eu trop l'occasion d'en lire ou d'en écouter. Moi, rien à voir, mais ce que j'ai noté dans ce conte, c'était plutôt l'espèce de dimension écologique avec le sauvetage des abeilles. Et je sais pas si c'est vrai, mais il y a une espèce de comment dire, de cliché des civilisations ancestrales Bienveillante. qui respectaient la nature et en harmonie avec elle. Je sais pas si ça existe vraiment, mais Alors que la Chine, ça m'a illustré un peu ça. La Chine n'était pas la même avant qu'aujourd'hui, mais enfin voilà, je sais pas si c'est une image enfin, je sais pas si c'est une réalité. Ces civilisations qui respectent la nature, ces vieilles civilisations, mais ça m'a rappelé ça, cette idée-là. Ouais. Genre promouvoir le donnant-donnant, communion avec la nature et le milieu naturel et tout, je vois ce que C'est tu veux ça, dire. ouais. Et c'est vrai qu'on retrouve vachement cette idée-là. Je me demande si c'est pas une idée qui est plus créée par les Disney en fait. Genre, je suis pas sûr. Tu crois? Mais le fait que des peuples ancestraux étaient en communion avec la nature, Ouais, ou ça m'étonnerait pas en vrai que ce soit une vaste fumisterie. eh ben, en parlant de fumisterie, je pense que ça nous fait une belle transition vers Disney, les adaptations des contes et surtout en fait les différents débats que ça soulève. Et Nola, il me semble que tu veux nous en dire 2-3 mots. Alors, c'est juste pour essayer de faire je sais pas, peut-être une petite analyse des contes qu'on connaît plus, maintenant qu'on a parlé de contes un peu méconnus. Donc, je pense que les noms Perrault, Andersen et ceux des frères Grimm vous évoquent pas mal de choses. Donc, en fait, on ne le sait pas pour ceux qui ne s'intéressent pas à ça particulièrement, puisqu'on est resté sur les versions qu'on a pu nous transmettre, nous. Mais il y a beaucoup de sous-textes assez sombres pour les enfants, un gros contenu symbolique dans les contes. Et en fait, les versions Disney sont vraiment édulcorées pour répondre aux besoins d'un public ciblé. Parce qu'en réalité, les contes ne font pas rêver du tout, hein, ils font juste peur et c'était leur fonction première. Donc juste un petit rapport culturel, on va dire, pourquoi pas. Dans la Grèce antique, en fait, le théâtre avait un rôle très important puisque les pièces qui étaient jouées avaient pour but de dissuader les spectateurs de s'adonner aux mêmes actes que les personnages. Donc Platon et Aristote parlent de catharsis. Enzo pourra rebondir là-dessus, je pense. C'est Et vrai qu'ils en parlent, ouais. donc ça leur permettait de désigner cet aspect purificateur du théâtre qui est censé donc purger les passions et les pulsions en inspirant de la terreur pour mettre en garde le public finalement. Donc je vais parler de 3 contes très connus en particulier, mais d'un plus particulièrement. Donc le premier, ce serait Peau d'âne. Je ne sais pas si c'est un conte que vous connaissez bien, mais on parle quand même d'inceste là-dedans. Alors moi de Peau d'âne, ce que j'en ai gardé, c'est vraiment la version avec Catherine Deneuve, l'adaptation cinématographique, Mais que j'ai vue il y a très très longtemps, quoi. justement, on passe là-dessus vraiment très rapidement. Le roi perd sa femme et il décide de se marier avec sa fille, qui donc va lui demander des cadeaux assez extravagants, donc les 3 robes incroyables dont tout le monde se rappelle. Et après, on va se concentrer sur son histoire d'amour avec le prince, alors qu'à l'origine, c'est vraiment un père qui veut se marier avec sa fille et qui va la chercher dans tout le royaume pour que le mariage ait lieu. Et c'est dérangeant pour des enfants. Oui. Je trouve que Ouais. c'est vraiment pas ouf. Après, il y a La Belle au bois dormant. Ouais, ça j'ai quelques bribes. Bah en fait déjà l'adaptation de Disney, elle tronque un peu l'histoire déjà, je crois. Enfin, bon après c'est une adaptation donc il y a un peu de logique, mais puis oui c'est surtout que il y a toute une allégorie quand même de se piquer le sang tout ça à Ouais, 16 ouais. ans. Et puis même sur le Alors, prince qui vient réveiller de manière un peu brutale, on va dire. bah alors, il y a ça, il y a cet aspect-là qui a été étudié, mais surtout, à la base, le conte s'appelle Soleil, Lune et Thalie. Donc, la princesse s'appelle Thalie. C'est un poème à l'origine qui a été écrit par le poète italien Giambattista Basile. Et donc, la princesse se pique le doigt, elle tombe dans un sommeil éternel, etc. Et en fait, le truc, c'est que le prince tombe sous son charme, mais ne l'embrasse pas pour la réveiller. En fait, il la viole, tout simplement. Et dans son sommeil, donc, elle va tomber enceinte, elle va accoucher. Et un de ses enfants va lui téter le doigt et retirer l'épine qui était coincée dedans. Et c'est comme ça qu'elle va se réveiller. Mais on garde quand même cette version avec un viol que Disney a complètement supprimé parce que ça n'allait pas avec je sais pas, le message qu'on voulait transmettre aux enfants
qui est assez difficile à comprendre d'ailleurs. C'est Mais peut-être pas plus mal, finalement. c'est peut-être pas plus mal. Mais du coup, en fait, je comprends pas parce que le poème, à l'origine, avait été écrit comme un conte pour enfants, justement, mais je n'arrive pas à comprendre quelle est la morale, quelle est l'idée derrière un tel récit. En vrai, pour avoir un peu lu des pseudo-analyses à propos de ce conte, il y en a beaucoup qui parlent justement en fait, de la vie, de l'évolution de la vie d'une femme, justement de l'enfance à l'adolescence, et justement en fait le rôle des fées et le rôle de Maléfique. Et donc il y en a beaucoup qui analysent le fait que, leur analyse, c'est de dire que Maléfique, ça représente la mère nature entre guillemets, que voilà, il y a tout ce parallèle avec la première goutte de sang, etc. Et que du coup le sommeil éternel, en fait, ça représente un petit peu la partie entre la fin de l'adolescence et le début de la vie adulte qui commence avec le mari, etc. Bon, alors aujourd'hui, c'est quand même une vision assez dépassée, mais du coup, je trouve que ça va dans la continuité de manière beaucoup plus hardcore, mais de dire, en fait, tu ne peux te réveiller que grâce à tes enfants, tout ça. Et Ah oui. moi, c'est comme ça que je le verrais, quoi, que je l'analyserais. Après, ça n'enlève en rien le côté terrible de la chose, quoi, mais voilà. Après, je pense que ouais, il y a eu pas mal d'interprétations qui ont été faites là-dessus et dans tous les cas, en fait, pour la plupart des contes, il existe des versions beaucoup plus anciennes et qui en général on part de quelque chose de très trash et qui a tendance à se modifier au fur et à mesure pour pour produire une version qui correspond peut-être un peu plus à un public ciblé, quoi. Ouais, totalement. Et surtout que, en préparant un petit peu tout ça, mais je me suis rendu compte que c'est pas si vieux que ça, en fait, les contes. Non. À la fois, les versions originelles viennent de très très loin, mais Perrault c'est 17e siècle, si je dis pas de bêtises, c'est 132 par là, je crois. Et Grimm, c'est 19e. Et en fait, je trouve ça à la fois récent, mais en fait, du coup, je comprends un peu mieux pourquoi il y a vraiment des intentions moralisatrices d'instaurer une forme de principe de vie, voilà, le passage à l'âge adulte pour une femme, c'est se marier avec son mari, machin, etc. Donc du coup, ça m'a donné un peu une clé de compréhension, quoi. Mais je pense qu'on peut vraiment comparer les versions produites par Perrault et Grimm, qui plus tard a vraiment remanié les histoires de Perrault pour les rendre peut-être un peu plus soft. Et un des contes qu'on peut prendre pour illustrer ça, ce serait Le Petit Chaperon Rouge. Donc si vous pensez n'avoir retiré du conte que la morale, écoutez vos mamans, en fait, c'est faux. Parce que beaucoup de personnes ont étudié ça et en fait, je sais pas, l'analyse des textes, comme tout texte littéraire d'une manière générale, peut sembler très, très bullshit pour certaines personnes, mais on peut y voir aussi du vrai quand même. Donc, il y a beaucoup de sociologues qui t'expliquent que en fait, le choix du manteau rouge, c'est pour montrer le passage dans la vie de femme, donc la petite fille qui commence à avoir ses règles. Il ne faut pas qu'elle s'éloigne du droit chemin, sinon elle va voir le loup. Enfin, le jeu de mots n'est pas choisi, ne sort pas de nulle part. Et je le mentionne un peu tard, mais l'auteur Bettelheim a écrit en 1976 un ouvrage qui s'appelle Psychanalyse des contes de fées, qui est très, très intéressant, et dans lequel il va dire le rouge est la couleur qui symbolise les émotions violentes, et particulièrement celles qui relèvent de la sexualité. Donc les deux versions les plus connues du conte sont celles de Grimm avec la fin heureuse, tout le monde va bien, la grand-mère aussi, et puis il y a celle de Perrault dans laquelle la grand-mère est dévorée, puis le loup va se glisser nu dans le lit de la grand-mère et va inviter le petit chaperon rouge à le rejoindre, mais nu aussi. Du coup, on retrouve encore cette espèce de scène plus ou moins explicite de viol qui a poussé Grimm du coup à proposer une version beaucoup plus soft de l'histoire. Mais dans la version de Perrault, on retrouve quand même à la fin la morale suivante, parce qu'il aimait bien mettre des morales au cas où le texte n'était pas assez clair. Il dit on voit ici que de jeunes enfants, surtout des jeunes filles belles, bien faites et gentilles, font très mal d'écouter toutes sortes de gens, et que ce n'est pas chose étrange, s'il en est temps que le loup mange. Ensuite, il continue à dire que tous les loups ne sont pas de la même sorte, le Not All Men bien avant. Mais en gros, il dit explicitement qu'il ne faut pas s'étonner que les jeunes filles qui écoutent les beaux parleurs se fassent violer. On est encore sur de bonnes bases. C'est marrant que tu parles du Not All Men, parce que moi, tous ces contes dont vous parlez qui relatent des viols, ça me fait penser à une notion qui a émergé avec le féminisme, qu'on entend de plus en plus en ce moment, c'est la culture du viol. Et je trouve que ces histoires-là, ça donne une vraie résonance à cette expression.
Justement, ça avait été très critiqué. Alors, je parle pas de la version viol, enfant, tout ça de La Belle au bois dormant, mais rien que le fait qu'il l'embrasse alors qu'elle n'était pas consciente qu'elle dormait, c'est pareil pour Blanche-Neige. Ça a été vraiment beaucoup critiqué. Après, il faut remettre les choses dans leur contexte. La Belle au bois dormant et Blanche-Neige sont des contes vraiment très très vieux, sont parmi les premiers de Disney. Il n'y avait peut-être pas autant de conscience éveillée à ce genre de problème, mais ouais, ça a été souvent soulevé dans les médias, justement. Ouais, enfin moi je trouve ça juste marrant parce que enfin, les contes finalement ça appartient à la culture et le fait d'avoir des contes qui normalisent limite le viol, et ben, ça crée une véritable culture du viol. Enfin c'est ça que je trouvais Ouais, ouais, ouais. marrant dans l'expression. Bah non, mais je suis d'accord, mais du coup, moi, ça me fait poser des questions. Est-ce que les classiques Disney sont alors déjà un petit peu dépassés? Est-ce que vous montrerez ça à vos enfants si un jour vous en avez l'occasion? Pas les versions de Perrault, ça c'est sûr. Parce que finalement les Disney c'est pas vraiment les versions. Enfin Non. c'est des versions dans lesquelles on enlève les viols au final. Oui, mais après, tu vois, Enola tout à l'heure parlait d'embrasser sans consentement. Dans La Belle au bois dormant et Blanche-Neige, genre, c'est des choses qu'on retrouve. Alors j'avoue que moi je n'ai pas une énorme culture Disney. Elle est à peu près proche du néant. Du coup je n'ai pas la référence. En réalité, on a quoi? On a tous à peu près 20 ans là. Mettons qu'on ait des enfants dans 10 ans, les versions Disney auront déjà 30-35 ans. Je pense que d'ici là, enfin je sais pas, j'ai jamais vu de dessins animés des dessins animés que mes parents avaient vus. Parce que je sais pas, je pensais que ce serait trop vieux, ou je sais même pas si ça existait sous cassette d'ailleurs. Mais peut-être que les Disney d'ici là seront complètement jugés Ouais. vieillots Trop et vieux, quoi. qu'on commencera à passer directement à la Reine des Neiges, quoi. C'est déjà un peu le cas, non? Oui. Pour les enfants Ouais. de maintenant. C'est pour ça qu'ils font des remakes Disney avec des acteurs. Le dernier Mulan est nul. Vraiment nul. Allez, ouais, les animations, tout ça, ça mord un Quel petit peu beau. la mort du dessin. Mais ouais, c'est vrai, ok, moi, j'entends. Non, mais c'est vrai que, mais surtout que pour revenir sur le petit chapeau rouge, il me semble que à la fin du conte, elle est dévorée, tu sais. Dans la version de Grimm qu'on connaît tous plus ou moins, il y a qui lui du coup intègre la figure du chasseur qui vient délivrer tout le monde. Enfin, c'est un peu l'homme triomphant qui vient sauver la grand-mère, la petite fille et tout le monde va bien. Mais dans la version de Perrault, dans la version de Perrault, c'est tout le monde meurt quoi. Ouais. C'est pas très très joyeux. Mais du coup, je suis pas. En fait, je sais même pas si ces contes-là éduquaient vraiment les enfants à l'époque, si ça leur faisait peur ou je sais absolument pas. Et aujourd'hui, je suis pas sûre que ce soit vraiment utile. Enfin, que ça fasse vraiment peur aux enfants de leur dire fais attention, sinon. Ouais. Enfin, Oui, c'est vrai. Ben, aussi parce que les sources d'information, d'éducation, sont quand même beaucoup plus multipliées que avant, quoi. Peut-être qu'aujourd'hui, pour faire peur aux enfants, il faudrait des contes avec l'US Army, etc. Genre, mange ta soupe, sinon l'US Army va venir envahir la cuisine. On a un concept d'émission comment éduquer vos enfants Ouais. en 2021. On est là, hein. On est là. Je change le mot de passe Wi-Fi. Bon. Enfin bref. Enfin, tout ça pour dire que il y a quand même il y a de quoi à dire sur les contes, hein, même si ça peut sembler un petit peu ouais, désuet et un peu obsolète. C'est vrai qu'il y a des choses sur lesquelles il faut se repencher. Et en fait, c'est surtout que ça donne une certaine vision historique des choses. Et je trouve ça assez intéressant, notamment l'évolution Grimm, enfin l'évolution Perrault-Grimm. Vous voulez peut-être dire un dernier petit mot avant qu'on conclue? Je réfléchis. Tu as le droit de pas vouloir dire Non, j'ai rien à dire de particulier. Moi, je trouve que ça fait toujours sourire d'écouter un conte. Enfin, ça fait plus sourire quand il n'y a pas de viol dedans, évidemment. Mais ça fait toujours sourire, c'est un divertissement. Et ça peut aussi rappeler des souvenirs d'enfance quand on n'entendait plus régulièrement. Enfin, je sais pas vous, mais moi, je sais qu'à l'école, des fois, il y avait une conteuse qui venait et on était toujours contents parce qu'elle nous racontait des contes. Et donc voilà, ça crée une petite nostalgie, Ouais. quoi, ça fait toujours plaisir. Ouais, c'est vrai, je Mais suis d'accord. alors du coup, justement, si j'ai un truc à dire, je pense que quand on voit les Blanche-Neige et Belle au bois dormant, etc., on ne comprend pas forcément ce qu'il y a derrière. Et c'est pareil pour toutes sortes de contes, parce que quand on y pense, le petit chaperon rouge est quand même assez explicite, mais un enfant ne va pas saisir ça dans le sens dans lequel on l'entend. Donc est-ce que ça voudrait dire que les contes sont plutôt à destination des adultes, ou alors que les auteurs essaient juste de jouer sur l'inconscient des enfants, et dans ces cas-là, c'est pertinent d'étudier les contes dans une dimension psychanalyste, etc.
Les réalisateurs de Disney seraient donc tous des disciples de Freud. Chips. Sigmund. Et sur cette magnifique phrase de Cette Enzo, magnifique chute. je propose qu'on s'arrête là, à moins que Une question. intervention. Alors, il y a Alès qui nous dit il y a un super passage dans Ralph où la personnage principal rencontre les princesses et ils en parlent en autodérision sur le rôle de la femme dans les anciens Disney. C'est un peu en train de changer. Donc, Monde de Ralph, c'est Pixar. Et justement, je pense que du coup, ils essayent maintenant vraiment Disney. Je pense que comme la plupart des gens sont très réac sur certains sujets, ils font vraiment gaffe à ce qu'ils font. Et il y a beaucoup de choses qui ne passeraient plus aujourd'hui dans les Disney. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, ils accordent un peu plus d'attention aux détails. Parce que sinon, ils savent que ça risquerait de provoquer des Oui, et blagues. puis c'est un peu... alors du coup, c'est un clin d'œil qui je trouve du coup permet de dire, bon, on sait que maintenant, on sait que c'est dépassé, tout ça. Un peu une manière de dire, on essaie de tourner la page, enfin, on n'approuve pas forcément tout, quoi. Mais bon, c'est assez intéressant. À quand le prochain Disney sur Johnny le Marines avec, Toi, tu tiens à ton US Army aussi. Avec Brad avec une Pitt. VO faite par Village People, Je suis pas sûr qu'ils soient encore... In the Navy dans le générique. Putain. Ah, ce serait beau, ce serait beau. Bon, eh bien, je crois que après ces belles paroles On va sur passer sur l'US Army, à la prochaine émission qui arrive vite. Exact. qu'est-ce qu'on a juste après? Eh bien, La- je ressors le La programme. prog. La prog, monsieur. 19h. Ah oui, 2 Oh. heures de débat sur les présidentielles. Ah, Génial. Ça va être sanglant. donc c'est le moment où il faut savoir Faire des pâtes, faire écoute- quelque il faut chose. savoir écooter pour savoir ce qu'on va voter, c'est ça. Voilà, c'est ça. Préparer on va un petit écouter. truc à manger, à boire. On va écouter la parole sainte de J'aime en débat, non? C'est ça, du coup. C'est ça, les gemmes en débeurre. Bon, bah, très bien. Et ben, à tout à l'heure.